Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui m'est posée assez souvent pendant les lives, mais aussi lorsque les gens regardent le code source de GraphicArt, c'est pourquoi je ne fais pas d'imbrication en SCSS. En effet, mon CSS en général a tendance à ressembler à ça. Alors pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, le principe de l'imbrication, c'est quelque chose qu'il est possible de faire en SCSS, mais aussi avec certains préprocesseurs comme PostCSS, qui permettent de mettre des règles les unes dans les autres. Donc typiquement, on peut écrire quelque chose comme ça, et automatiquement, ça va générer le CSS suivant. Ça permet de regrouper toutes les règles qui concernent par exemple ici le header en un seul et même endroit. On a aussi la possibilité d'utiliser une esperluette qui sera automatiquement remplacée par le sélecteur parent. Ici, notre esperluette sera remplacée par .header. Donc ça peut être utile pour créer des sélecteurs avec un élément avant, ou ça peut être utile pour la syntaxe BEM ici. Donc typiquement, ce code-là va nous générer ce code CSS. Alors quand on voit tout ça, on se dit, ben ouais, c'est super, et j'avais vraiment cette réflexion aussi, et du coup j'ai commencé à les utiliser absolument partout. Pourtant, aujourd'hui, j'ai tendance à essayer de les éviter au maximum. Donc on peut se poser cette question, pourquoi je n'utilise pas l'imbrication? Qu'est-ce qui fait que je me suis mis à ne plus aimer ça? Alors il y a plusieurs raisons. La raison numéro 1 concerne la première approche que l'on a vue, celle qui consiste à imbriquer des sélecteurs les uns dans les autres sans l'esperluette. Le problème que j'ai avec ça, c'est que ça crée des sélecteurs qui ont une précision et une spécificité qui est trop importante. Alors je vais vous donner un exemple. Ici, on a par exemple le header, et dans le header, on a notre logo. Et on fait les choses de cette manière-là. Le problème, c'est que si demain, je me dis, tiens, pour le dark mode, j'ai envie de changer la couleur du logo. Je vais être embêté parce que je vais devoir créer un sélecteur qui sera au moins avec une spécificité supérieure. Donc je vais devoir faire .dark, .header, .logo. Comme ça, j'ai une spécificité avec 3 sélecteurs de classe qui est supérieure à .header, .logo. Ce qui est dommage parce qu'on aurait pu tout aussi bien écrire ça et ça aurait été beaucoup plus simple. Donc ça, c'est le principal problème. Alors certains me diront, oui mais attends, tu peux aussi utiliser l'esperluette et tu pourrais tout à fait ici, hop, rajouter une profondeur supérieure et mettre .dark et utiliser comme ça la même approche. L'inconvénient de cette approche-là, c'est que moi j'aime bien regrouper tout ce qui concerne le dark mode dans un fichier séparé pour mon organisation. Si on fait ça de cette manière-là, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai un petit changement à faire, je vais devoir le reporter dans tous les éléments. Ça me permet de ne pas trop grouper en fonction du contexte. Du coup, moi aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à me dire, si j'ai envie de styliser le logo qui est spécifiquement dans le header, plutôt que de faire quelque chose comme ça, je vais plutôt créer une classe qui va être dédiée au logo dans le header, quitte à avoir à la fois une classe logo générique si on a le logo à plusieurs endroits, et une classe ensuite qui est spécifique au logo dans le header. Comme ça, dans tous les cas, ici, j'ai des règles qui ont qu'un seul niveau, et c'est facile de les écraser par la suite. Il suffit soit de créer une règle après coup, soit de créer une règle qui est plus spécifique. L'avantage, c'est qu'au niveau de ma mémoire, je sais que tous mes sélecteurs, de manière générale, ont une spécificité avec une seule classe, et je n'ai pas à m'embêter à mettre des points d'exclamation importants ou autres. Donc ça permet de contrôler le code beaucoup plus simplement. Alors du coup, vous allez vous dire, ouais ok, donc là je veux bien cet argument-là, mais pourquoi tu n'utilises pas l'esperluette? Alors rien ne t'empêcherait de faire ça et de faire _ logo et tu aurais le même comportement avec un sélecteur de niveau 1 et ça serait simple. Alors, il y a d'autres problèmes que j'ai, c'est pas la seule raison qui me pousse à ne pas utiliser l'imbrication. La raison numéro 2, c'est que je trouve que la lisibilité devient difficile si on a trop de profondeur, et du coup vient contrebalancer l'avantage qui était de se dire je regroupe tout en fonction d'un contexte. Prenons ce fichier-là par exemple. Quand vous voyez ça, vous vous dites, oh, ok, alors qu'est-ce que je vais avoir au niveau du résultat? C'est difficile de déterminer en un clin d'œil à quoi va correspondre ce sélecteur-là. Alors je sais, j'ai un petit peu forcé le trait évidemment, mais c'est la problématique que j'ai trop souvent avec les projets sur lesquels je travaille. On a tellement de profondeur que ça devient difficile. Et on est obligé de remonter assez haut dans le fichier pour comprendre à quoi fait référence cette règle. Parce que le CSS c'est quand même assez verbeux, on a très rapidement beaucoup de lignes avec différents sélecteurs, et je trouve que c'est pas très pratique à ce niveau-là. Certes, ça permet de replier les éléments vu qu'on a de l'imbrication, mais l'inconvénient c'est que dès qu'on va rechercher une règle, ça va devenir assez compliqué. Et finalement, vous êtes en train de transformer progressivement votre SCSS en un véritable labyrinthe dans lequel il n'est pas forcément évident de s'y retrouver. Et on va finalement à l'encontre de l'objectif initial de la pratique, qui était d'organiser un petit peu mieux notre CSS. Alors la raison numéro 3, c'est que les règles sont difficiles à retrouver suivant les logiciels et les outils que l'on utilise. Typiquement, si je prends le cas de PHP Storm, il est très intelligent cet éditeur-là parce que si je vais dans mon HTML et que je lui dis trouve-moi l'élément qui définit cette règle-là, je peux faire un petit CTRL-B pour aller à la définition et pof, il trouve le bon endroit dans mon fichier SCSS. Parce que moi, il est assez intelligent. Si je fais la même chose sur mon Visual Studio Code, qui n'a pas forcément les bons plugins ou en tout cas qui est plus basique, lorsque j'essaie d'aller à la définition, lui il me dit non, ça je trouve pas.
Et je me retrouve un petit peu embêté parce que je n'ai aucun moyen facilement d'aller retrouver la règle qui correspond. Si je lance une recherche, il ne va rien trouver parce que forcément notre élément ici n'existe pas. En fait, c'est un underscore menu. Donc le fait d'avoir utilisé des sélecteurs particuliers font qu'on ne peut plus faire de recherche facilement dans notre projet pour trouver qui et où est défini un tel ou tel sélecteur. Côté navigateur, on a parfois l'utilisation des source maps qui peut simplifier les choses, mais lorsque l'on travaille dans l'éditeur, on est très rapidement bloqué. Moi je sais que même avec PHP Storm, j'ai tendance de temps en temps à faire des recherches sur tout le projet ou des recherches aussi dans l'historique et me dire qui est-ce qui a défini ça? Et si vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous êtes un petit peu embêté. Donc ça, c'est une fonctionnalité que moi j'utilise beaucoup dans les projets et le fait de faire de l'imbrication m'empêche de l'utiliser. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à essayer de les éviter aussi. Alors, il y a une autre raison qui est un petit peu liée à celle-ci, c'est que c'est bloquant aussi dans les commits et les MR. Pareil, lorsque vous faites une recherche dans les commits, vous pouvez faire une recherche en vous disant qui est-ce qui a modifié cette ligne-là. Et c'est pas forcément évident de la retrouver. Ça pose aussi un problème dans les MR. Si je vous prends cet exemple-là, ici j'ai modifié cette règle-là. Mais quand on voit ça, on ne sait pas trop quel est le contexte. Donc on essaie de regarder les lignes qui sont au-dessus et on arrive à notre sélecteur. Mais le problème, c'est que vu qu'on a utilisé de l'imbrication, on ne sait pas vraiment quel est le sélecteur parent. Donc si on s'imagine que dans notre header CSS, on a des trucs qui concernent le header, le menu, par exemple la navigation, le burger et ce genre de choses, on pourrait avoir plusieurs niveaux racines, on a du mal à savoir c'est quel after qu'on est en train de modifier. Et on est obligé de remonter pour essayer de trouver un petit peu l'origine. Alors suivant l'interface de votre truc, c'est plus ou moins pratique, et c'est pas forcément évident de voir l'indentation, tout ça. Donc lorsqu'on fait de la review, je trouve que c'est un frein assez important pour comprendre les modifications qui sont faites. Si ici j'avais directement le sélecteur, je pourrais beaucoup plus facilement comprendre, ok, en fait il a modifié le inset d'un menu item de after, et j'aurais pas forcément besoin de remonter à 15 niveaux au-dessus pour comprendre où est-ce qu'il a fait la modification. Donc toutes ces raisons font que personnellement j'ai tendance effectivement à me limiter et ne pas trop utiliser l'imbrication parce que je trouve que ça apporte plus d'inconvénients que ça apporte d'avantages. Malgré tout, toutes les règles elles ont leurs exceptions et il y a parfois dans mes projets des moments où j'utilise l'imbrication. Typiquement, je trouve que pour les pseudo-éléments ou les états, comme par exemple ici la classe isActive, ce n'est pas forcément dramatique d'utiliser l'imbrication. Parce que j'estime que quand je vais chercher tout ce qui concerne un button, lorsque je vais faire une recherche par exemple, je vais faire .button. J'estime aussi que quand j'ai besoin de remonter, je ne vais pas avoir besoin de remonter 15 lignes dessus. Donc l'imbrication reste relativement contrôlable. Avec un niveau de profondeur de 1, ça peut aller si on n'a pas beaucoup de lignes tout autour. Par contre, si je vois que ça devient un petit peu compliqué, là, j'hésite pas à séparer et à recréer des règles, quitte à me répéter et ne pas utiliser l'esperluette. L'autre cas, c'est les media queries. Donc ça, c'est de toute façon obligatoire un petit peu en CSS. Même dans le CSS de base, l'imbrication se fait au niveau des media queries. Donc de temps en temps, pour certains éléments, j'ai tendance à utiliser les media queries directement dans l'élément. Ça me permet de savoir que là, on a une règle qui concerne ça. Mais encore une fois, ce n'est pas une règle qui est écrite dans le marbre et ça m'arrive de changer un petit peu de mon fusil d'épaule en fonction de la situation. Typiquement ici, pour les cours, je pense que pour la grille, si on remonte, je change la version, le format de la grille directement dans l'élément parce que j'estime que effectivement c'est lié et c'est pertinent. Par contre, pour le header, où j'ai beaucoup plus de modifications à faire, typiquement, il y a tout le header qui change lorsqu'on est sur du mobile, dans ce cas-là, je vais créer une media query que je vais mettre en fin de fichier, classiquement, et dans laquelle je vais écrire toutes les règles qui vont concerner ce type de résolution. Le petit inconvénient que l'on peut avoir avec l'approche où on écrit comme ça les media queries dans l'élément, c'est que finalement on va multiplier le nombre de fois où on définit cette media query, ce qui est un petit peu dommage pour la taille du fichier. Il existe toujours des modules ou des plugins pour pouvoir regrouper les choses, mais parfois ça a des effets de bord, donc de manière générale, voilà, ça dépend un petit peu de la situation, mais c'est des cas où il m'arrive effectivement d'utiliser les media queries. Mais dans les exemples que je vous ai donnés, vous voyez que la profondeur, c'est rarement une profondeur au-delà de 1. Alors maintenant, attention, ce que je vous dis ici, c'est ma pratique et ce n'est qu'une suggestion, mais ça reste à vous de décider. Si vous, personnellement, vous arrivez à vous y retrouver et que votre équipe arrive à s'y retrouver avec l'imbrication que vous utilisez, c'est pas forcément la peine d'aller vous prendre la tête à tout changer. Ce que je voulais faire ici, c'est justement répondre aux questions parce que beaucoup de personnes ont tendance à penser que je ne sais pas qu'on peut imbriquer les choses. Non, il y a une véritable réflexion derrière et je vous ai expliqué ici les raisons qui font que moi, personnellement, j'aime pas trop ça. Je vous avouerai que quand je travaille en équipe et que je tombe sur un projet où il y a beaucoup d'imbrication, je râle un petit peu, j'essaie d'expliquer et j'essaie de faire en sorte de sonder pour voir si je suis le seul à avoir un problème ou si c'est global à l'équipe. Mais par contre, si l'équipe me dit non, mais nous, ça nous va très bien, je ne vais pas forcer non plus. Voilà.
Mais poser cette réflexion au début d'un projet, ça peut toujours être intéressant. Donc, de la même façon, hein, si jamais vous voyez pendant les lives ou même sur le code source que j'écris dans les tutos ou quoi que ce soit, des choses qui sont un petit peu bizarres ou qui vous étonnent, n'hésitez pas à poser la question, c'est toujours intéressant et ça me permet comme ça de vous expliquer aussi mon point de vue sur certains aspects. J'essaie d'être assez neutre effectivement dans les vidéos, mais dans cette situation-là, vu que la question revenait, je préférais me l'expliquer. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!